La définition première, j'ai envie de dire, de la VR, c'est vraiment une immersion dans des mondes auxquels on n'aura plus jamais accès, autrement que par ce type d'expérience. Les gens ont l'habitude de les découvrir, ces mondes disparus, au cinéma notamment, à la télé, à la limite en 3D avec des lunettes, mais c'est jamais immersif comme peut l'être la VR. Ce qu'on en attend, c'est pouvoir projeter les gens dans un aperçu de ce qu'était la vie il y a 65 millions d'années, dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne peuvent pas s'imaginer. Le premier piège, qui est inhérent au domaine de la paléontologie, et souvent que les gens ignorent, c'est que c'est pas comme dans les films. C'est-à-dire que quand on trouve un fossile, il n'est pas prêt à l'emploi, prêt à être exposé, et puis complet à 100%. On connaît que d'infimes restes. On peut en connaître malgré tout suffisamment pour être capable de proposer une reconstitution cohérente. Dans Monde disparu, j'ai eu plusieurs casquettes. La première, et c'est celle que je préfère, c'est de faire le lien entre les artistes et les scientifiques, en faisant justement des dessins interprétatifs ou en faisant des dessins qui permettent de guider un petit peu les équipes dans leur mission de reconstitution des animaux disparus. Dans Monde disparu, moi je me suis retrouvé en charge d'un tableau en particulier. C'est l'époque qui se passe durant le Crétacé, il y a 65 millions d'années. Et moi, plus précisément, j'ai été en charge de tout ce qui concernait la faune, donc notamment, principalement les dinosaures à cette époque-là. Là-bas, ça a été un échange pour concevoir des fiches espèces en fait. C'est un peu la carte d'identité de l'animal qui a été remplie par les scientifiques. Je vais en plus chercher d'autres documents et après, je vais donc recomposer, vérifier que les proportions sont bonnes. On s'est basé sur toutes les connaissances scientifiques dont on peut disposer sur la sélection d'organismes qui avaient été retenus pour les différentes époques. Et donc l'idée, ça a été d'aller piocher dans les publications scientifiques. On va avoir un aperçu de ce qu'on connaît exactement de ces organismes, donc quels sont les restes qu'on connaît, qui vont nous permettre de compléter le puzzle et aboutir à un animal vivant durant l'expérience. L'idée, c'était de fournir un maximum d'éléments pour que les modélisateurs et les animateurs puissent concevoir les organismes à modéliser pour l'expérience. Ensuite, il va y avoir proposition de mise en couleur, avec possiblement aussi des textures, des choses comme ça. Un regard extrêmement rigoureux et précis sur les formes, les proportions, les couleurs. Et après, il y a bien sûr l'étape d'animation, que j'adore aussi, parce que là, on travaille beaucoup la morphologie fonctionnelle et les capacités de mouvement des animaux, les attitudes qu'ils pouvaient avoir, etc. Vous avez un animateur qui fait une première animation, par exemple pour une course, un saut, une marche. Et donc, moi, je vais devoir corriger cette petite boucle de marche, ensuite valider, dire si le bon membre se pose au bon moment, etc., si on sent bien le poids de l'animal. Mon rôle en tant que graphiste 3D, ça a été surtout de créer les décors, ainsi que les différentes espèces qu'on voit au sein de l'expérience. Donc ça passe par la modélisation, le texturing et l'intégration dans le moteur 3D. On vient sculpter numériquement l'animal, donc on lui ajoute des plumes, des écailles s'il faut, etc. On va plus loin dans le détail, toujours en validant avec le muséum pour que ça soit cohérent avec leur recherche. Et ensuite on le met en couleur et on l'intègre dans le moteur, toujours avec une table de validation à chaque fois par les scientifiques. J'ai animé les différentes espèces du projet Monde disparu. On se met d'accord sur la référence vidéo de l'animal qui est le plus proche de l'espèce qu'on doit animer. On se base surtout sur le réel finalement. Les scientifiques nous font des rapprochements et des parallèles avec des espèces qui existent déjà. Chaque animal se déplace d'une certaine façon, que ce soit un bipède, un quadrupède, les déplacements des poissons, les reptiles, les insectes. Donc ils nous ont vraiment permis de tout analyser pour tout recréer fidèlement. On a différents contrôleurs qu'on sélectionne et on fait bouger les membres de l'animal et on crée des clés pose par pose et c'est ça qui donne l'illusion du mouvement. Et les Dakotaraptors, c'était en plus de l'espèce qui est quand même elle est très connue, la scène qu'ils ont créée pour cet animal, c'est un peu un climax dans le scénario, il y a une tension qui monte. Dakotaraptor, c'est un cousin de Vélociraptor, qui est très connu du grand public, notamment par les films Jurassic Park. Et il se trouve qu'ici, on a une représentation, on va dire, un peu old school de Vélociraptor. Et là, il est complètement dépourvu de plumes. Comment est-ce qu'on sait que ces animaux avaient des plumes? Précisément, chez Vélociraptor, on ne le sait pas. Chez Dakotaraptor, on n'est pas sûr non plus. Mais chez Dakotaraptor, on a des indices qui nous laissent penser que ces animaux avaient des plumes. C'est ce qu'on voit sur ces images, avec des petites marques comme ça, tout le long des os, qu'on retrouve aussi chez le fossile. On retrouve en fait des similitudes avec ces petites marques chez les oiseaux actuels. Et en fait, ces petites marques sur l'os, c'est pas n'importe quoi, ce sont des traces d'insertion des plumes qui vont venir se fixer vraiment sur l'os en lui-même. Chez les dinosaures, les plumes ne servent pas à voler, alors que chez les oiseaux, c'est le cas. Chez les dinosaures, elles servent plutôt à se tenir chaud. Ça, c'est une représentation, on va dire, un peu scientifique
d'à quoi devait ressembler Dakotaraptor avec son plumage. Donc ça évoque nos oiseaux actuels, sauf que ça, c'est un oiseau qui fait 6 mètres de long. Donc voilà, c'est déjà un bel oiseau, mais qui ne volait pas. C'était intéressant de réussir à parvenir à un résultat vraiment qui nous satisfaisait pleinement, tant dans la forme de l'animal que dans sa façon de se déplacer et d'interagir éventuellement avec le public durant l'expérience. Pour le Dakotaraptor, il y a vraiment eu beaucoup d'allers-retours avec les scientifiques et le muséum pour vraiment définir par exemple quel type de plume il avait, comment elle se répartissait sur son corps, quelle couleur elles avaient, etc. Et tout ça, c'est beaucoup d'allers-retours pour vraiment avoir le modèle le plus crédible qu'on puisse proposer aux utilisateurs. Le Darwinus, qui est donc un personnage de l'aventure sur le tableau de l'Éocène, c'est un fossile de Messel, donc un gisement en Allemagne. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé dessiner le Darwinus d'après son squelette, ne pas partir faire une reconstitution d'après une reconstitution qui existe déjà ou qui a déjà été inventée ou imaginée par quelqu'un, mais vraiment partir le plus souvent possible des fossiles pour pouvoir faire parler les fossiles. Je pense notamment aux stégodos qu'on voit dans la scène du Pléistocène. C'était des éléphants nains. Donc naturellement, on a cherché des références d'éléphants d'Asie ou d'éléphants d'Afrique pour savoir comment était sa peau, le traitement. Représenter des espèces dans le monde disparu, c'est quelque chose qui a un certain challenge parce que ça se confronte aussi à la vision liée à Hollywood, à d'autres représentations plus classiques. Le tyrannosaure a été représenté des centaines de fois et la plupart du temps, ça a pour but d'impressionner les visiteurs mais pas forcément d'être le plus juste scientifiquement parlant. Et donc nous aussi, un de nos objectifs, c'était de un petit peu démonter ces stéréotypes et de venir essayer de représenter une espèce qui soit la plus proche des connaissances scientifiques actuelles. Chaque espèce est à la fois modélisée, colorée, animée et sonorisée. On a vraiment à cœur de représenter un son qui soit le plus proche possible de ce que pouvait être le son de l'espèce à son époque. Tout d'abord, il a fallu décider qu'est-ce qu'on allait raconter et il fallait résumer en 45 minutes 4,5 milliards d'années. Ce qu'on appelle, nous, paléontologues, paléopaysage, c'est un moment précis de l'histoire de la Terre. À la période emblématique phare que tout le monde connaît va être représentée, c'est l'époque des dinosaures, mais on va aussi découvrir en détail des périodes beaucoup plus anciennes, beaucoup plus reculées. Bon, les enjeux, en fait, pour les scientifiques, c'est de fournir des informations relativement claires, précises aux concepteurs 3D pour reconstituer les espèces fossiles. Je suis paléobotaniste, donc j'étudie les plantes fossiles. Je travaille sur le tableau du Carbonifère, c'est-à-dire il y a à peu près 350 millions d'années. On était sous l'équateur. C'est une période qui est associée avec une végétation qui est très luxuriante, des forêts avec des plantes complètement différentes qui ont des architectures très très bizarres pour nous. Donc c'est vraiment un monde très différent de celui d'aujourd'hui. On travaille sur des fossiles de plantes qui sont de différentes tailles. On essaie ensuite de reconstruire un tableau végétal en reconstruisant les strates de végétation à partir de ces petits restes, ces fragments de restes végétaux. Les expéditions immersives, ça a aussi pour objectif finalement de, pas forcément découvrir des choses, mais de défricher un petit peu certains sujets. Donc c'est une vraie force des expéditions immersives de pouvoir se poser des questions, essayer de les illustrer et donc d'y répondre de la meilleure manière possible. Un des enjeux de Monde Disparu, c'est de parcourir différents paléopaysages du passé pour découvrir à quoi ils ressemblaient, pour être émerveillé par leur beauté. Mais ça a aussi un but. Le dernier paléopaysage de l'expérience, c'est notre monde actuel. Et c'est un point qui est important, c'est qu'on voulait représenter un monde qui est lui aussi bien présent pour nous tous, que l'on peut tous connaître, mais qui a peut-être vocation à lui aussi disparaître. Et donc c'était un vrai message aussi important pour nous dans l'expérience, c'était de montrer que chaque paysage, chaque époque, y compris la nôtre, est tout aussi importante. S'il y a par exemple des grès, donc qui sont des sables consolidés, on peut imaginer qu'il y avait un milieu fluviatile. On va imaginer s'il y avait un fleuve, il pouvait y avoir des berges, donc on peut imaginer quelle était la végétation qui poussait autour des berges. Et donc ça, ce sont les fossiles qui vont nous renseigner. Donc on va déjà avoir une partie de l'environnement physique qui est reconstitué. Ça donne un cadre aux paléontologues et ça a permis aux paléontologues de donner aux collègues d'émissives une idée de l'environnement qu'il fallait recréer. Est-ce que c'était côtier, est-ce que c'était profond, est-ce que c'était fluviatile, est-ce que c'était lacustre. À partir de là, on a introduit dans le paysage les plantes et les animaux. Et ensuite, il faut faire évoluer plantes et animaux ensemble. Je pense à la scène de l'Éocène où il y a énormément de lianes, etc. On s'est basé sur des photos de jungle existantes pour être au plus proche du réel et être le plus crédible avec ce qu'il y avait à l'époque.
Un des aspects qui est super important des expéditions immersives, c'est l'immersion physique dans nos environnements. Et vraiment, les environnements sont pensés pour que cette immersion soit vraiment mise en avant. Parfois, vous avez des lianes immenses qui créent un enchevêtrement d'obstacles et les visiteurs vont être finalement immergés dans cet enchevêtrement et vont devoir pousser les lianes, essayer de se placer à l'intérieur et ça crée le vrai sentiment d'avoir exploré ce lieu-là. C'est ça qui est fort dans la réalité virtuelle, c'est que notre position exacte change le monde qui nous entoure. Si je mets la tête sous l'eau, je vais avoir une ambiance sous l'eau avec, je vais découvrir des espèces que je ne voyais pas quand j'étais à la surface. Toutes ces sensations-là, on les connaît, nous, quand on explore le monde réel. Et là, on le vit de la même manière grâce à la technologie. Parfois, on est invisible puisqu'on a une combinaison d'invisibilité. Et parfois, on est vu et on a des espèces autour de nous qui interagissent à notre présence, ce qui accentue encore ce sentiment d'immersion physique. C'est surtout très immersif. Pour avoir fait l'expérience, je vois la naissance du bébé Dakota Raptor. J'ai eu la chance de pouvoir m'approcher, se mettre à genoux à côté, le voir sortir de l'œuf. On est dans Jurassic Park, quoi, clairement. Mon paléopaysage préféré, c'est le Cambrien. C'est une période il y a plus de 500 millions d'années où la vie était cantonnée au milieu aquatique. Et même si elle est cantonnée au milieu aquatique, cette vie, elle est déjà extrêmement foisonnante. Et ça, c'est assez passionnant pour comprendre l'évolution de la vie sur Terre. Quand on immerge les gens dans ce monde virtuel, ils voient vraiment les choses. Quand vous avez les arbres devant vous, c'est extrêmement impressionnant. Quand on voit l'insecte géant, la libellule géante se déplacer et qu'elle fait 70 cm, quand on l'a sous les yeux, on voit que c'est vraiment on se sent tout petit. Ce genre d'expérience permet de les faire revivre. Moi, j'aimerais bien que les utilisateurs ils se sentent déjà projetés dans le passé, qu'ils sentent que l'expérience est crédible, que les dinosaures sont palpables, que vraiment ils se sentent comme un voyage à travers le temps et qu'ils soient vraiment face à un tyrannosaure et qu'ils aient un peu l'effet waouh. J'espère que le public va redécouvrir les dinosaures grâce à ça, de les voir de taille réelle, de les voir se déplacer à côté de soi, qu'ils soient émerveillés et qu'ils découvrent d'autres espèces qu'ils ne connaissaient pas. C'est merveilleux quoi, de se plonger et de vivre dans quelque chose qui a disparu. Je trouve que ça donne des opportunités vraiment exceptionnelles et ça peut permettre de rentrer dans la paléontologie autrement, quoi.